l'émission radio d'InfoJeunes Bruxelles. Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez la Jury Clique, l'émission d'InfoJeunes Bruxelles sur Radio Panique 105.4. Et cette semaine, nous allons parler du fait d'être étudiante et enceinte. Vivre une grossesse désirée ou non soulève en soi un grand nombre de questions et de changements. Mais comme nous avons pu le constater au contact des jeunes, être enceinte alors qu'on est soi-même encore étudiante va avoir un impact encore plus particulier sur le quotidien et surtout sur des domaines comme l'école, le couple, l'autonomie, les parents, l'envie ou non de maternité. Donc, suite à un travail de recherche et de réflexion sur le sujet, InfoJeunes Bruxelles a édité un guide intitulé tout simplement étudiante et enceinte, qui reprend une série de conseils et des éléments de réponse pour accompagner celles et ceux qui se retrouvent dans cette situation. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va reprendre différents points qui sont abordés dans le guide et qui vont vous être expliqués par les membres de l'équipe d'IJBXL qui sont réunis aujourd'hui autour de la table. Donc bonjour Flo. Salut. Bonjour Mel. Salut. Et bonjour Kat, pour qui c'est une première à la radio. Salut. Salut. Et en régie, nous avons Thomas. Salut Thomas. Qui se gratte la tête pour trouver une solution. Alors, on va aborder, comme je le disais, plusieurs points qui ont été repris dans le guide. Donc, on va parler de l'interruption volontaire de grossesse dans un premier temps, mais surtout, on va parler de comment savoir si on est enceinte. Oui. Voilà. Et à qui s'adresser si on veut faire le point. Ensuite, on va parler des impacts de la grossesse sur les études. Puis, on abordera le sujet des droits auxquels on peut avoir accès quand on est jeune enceinte et jeune maman. Et enfin, on clôturera par les questions juridiques liées à la grossesse. Sans plus tarder, Kat, qu'est-ce qu'il faut faire quand on pense qu'on est enceinte ? Si on pense être enceinte, il faudra les confirmer. Et il n'y a qu'une seule façon de savoir si on est enceinte, c'est de réaliser un test de grossesse. Alors, en gros, il y a deux types de tests de grossesse. Un qui est le plus immédiat, on va dire, qui est le test de grossesse urinaire, où en gros, il faut faire pipi sur les tests de grossesse le matin au réveil. En général, il est conseillé de réaliser ces tests de grossesse minimum 20 jours après un rapport non protégé. Et cela même s'il y a des tests urinaires de nouvelle génération qui sont capables de détecter une grossesse 3 jours avant la date présumée des règles. Sinon, on peut réaliser un test 7 à 10 jours après la date présumée des règles. Un autre type de test est le test sanguin qui peut détecter une grossesse plus tôt par rapport au test pipi. Et c'est là parce qu'il faut savoir que l'hormone de grossesse est identifiable dans le sang dès le 9e jour après la fécondation de l'œuf. Donc en gros, si on a repéré son ovulation ou noté ses rapports sexuels, cela veut dire donc qu'il est possible de réaliser un test de grossesse sanguine déjà après 11-12 jours, disons, après les derniers rapports sexuels non protégés. Est-ce que c'est vraiment important de réaliser ces tests à une date précise ? Oui, c'est très important. Il est vraiment important d'attendre un peu avant de réaliser un test de grossesse. Et c'est là, même si parfois ça veut dire d'être très, très, très patiente, parce que les tests de grossesse urinaire au sanguin nous disent si une grossesse est en cours ou pas, car ils détectent une hormone qui n'est pas présente normalement dans le corps humain. Et c'est l'hormone, préparez-vous, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est bêta-HCG. Très bonne prononciation. Ah, merci. De notre point de vue scientifique et médical. Voilà, cette hormone est contenue dans le sang, l'urine et même dans la salive. Et en fait, si on fait un test de grossesse trop tôt, cette hormone ne sera pas suffisamment présente pour être détectée et donc on risquera d'avoir un faux négatif. Ah, ok, parce qu'on voit dans les pubs parfois que certains tests permettent de savoir si on est enceinte 4 ou même simplement 5 jours avant la date des règles. Oui. Alors, il s'agit de tests précoces qui sont beaucoup plus sensibles à l'hormone bêta-HCG. Que ce soit des tests classiques ou des tests précoces, en fait, le taux de fiabilité de ces tests est de 99% si on l'utilise correctement. C'est-à-dire dans les bons délais. Mais ces derniers sont souvent beaucoup plus chers que le classique. Voilà, certaines personnes achètent ces tests précoces par crainte d'être enceintes parce qu'elles s'imaginent qu'elles pourraient encore utiliser une contraception d'urgence en cas de grossesse indésirable détectée. Mais en fait, en réalité, ces contraceptions d'urgence ne sont efficaces qu'au maximum 5 jours après les rapports. Si on veut utiliser une contraception d'urgence, on peut l'utiliser jusqu'à 5 jours après un rapport non protégé. Et donc, acheter un test précoce, ça ne servira à rien. Car la fonction d'une contraception d'urgence, c'est d'agir sur l'ovulation en la retardant de quelques jours, histoire qu'elle se produise quand les spermatozoïdes contenus à l'intérieur du sperme sont désormais devenus
inactif. D'accord, donc en gros, mieux vaut attendre un peu pour être sûr du résultat et pour acheter un test moins cher par ailleurs. Et combien ça coûte un test et où est-ce qu'on peut en acheter à part à la pharmacie? Donc oui, ça vaut la peine d'attendre un peu. Et le prix pour des tests peut varier sensiblement parce que, bon, on a des tests à 1 € au Kruidvat ou en grande surface. On peut acheter des tests à 3 € en planning familial. Mais par exemple, on peut avoir des tests qui vont jusqu'à 15 € en pharmacie, surtout des tests précoces. Donc voilà, dans tous les cas, les prix d'un test ne disent rien sur sa fiabilité. Que ce soit un test à 1 € à 15, c'est le délai qui compte. Si le test est positif, en tout cas, le mieux sera toujours de confirmer cette grossesse par un test sanguin sur prescription d'un médecin, d'un gynécologue ou dans un centre de planning familial. Oui, donc à propos du planning familial, si je ne veux pas poursuivre la grossesse, est-ce que je peux aussi en parler librement au planning familial? Oui, bien sûr. Mais en fait, on peut même aller au planning si on ne sait pas quoi faire, si on veut un conseil, voilà, tout simplement faire les points. En fait, l'équipe du planning est multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on peut trouver plusieurs professionnels différents, en plus des médecins et gynécologues, comme des juristes, des psys, des assistants sociaux, parfois des kinés, des diététiciens, voilà. Donc, en planning, si on veut, on peut y aller pour pratiquer une IVG ou juste pour faire les points. Par contre, si on veut pratiquer une IVG en centre de planning, on devra alors s'adresser à des centres du réseau GACEPA, c'est-à-dire les groupes d'action des centres extra-hospitaliers pratiquant l'avortement. Les GACEPA pratiquent l'avortement en dehors des hôpitaux en Wallonie et à Bruxelles. Et juste pour rappel, on peut pratiquer une IVG. IVG, ça veut dire une interruption volontaire des grossesses, soit en hôpital, soit en centre de planning, même si nous, on conseille fortement d'aller en centre de planning. Ok, et comment ça se passe donc si on choisit l'IVG, est-ce que quand on est mineur, il faut informer les parents, le compagnon? Alors non, la décision d'interrompre une grossesse appartient seulement à la personne qui porte l'enfant. Les mineurs n'ont pas du tout besoin de demander l'autorisation des parents pour pratiquer une interruption de grossesse et même les partenaires en fait. S'il y en a un, n'a pas son mot à dire. Le choix appartient uniquement à la personne qui a aussi la possibilité de rien communiquer aux parents ni à un éventuel partenaire. Voilà. Ce qui est bon à savoir, et c'est pour ça que nous on conseille très fort le planning, c'est que les centres de planning se sont organisés avec l'INAMI, qui est l'Institut national des assurances maladie et invalidité, pour qu'un avortement n'apparaisse jamais de manière explicite sur les relevés des mutuelles. Pour le dire simplement, dans les dossiers mutuels de la personne qui avorte, il n'y aura jamais de termes comme IVG ou avortement, mais il y aura toujours des codes à la place. Le seul point d'attention majeur, si on ne veut pas poursuivre une grossesse, est de vraiment respecter les délais entre lesquels on peut pratiquer cette intervention. Alors justement, au sujet des délais, où c'est parfois un peu confus, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah oui, bien sûr. Alors, la loi belge autorise le recours à une IVG jusqu'à 12 semaines de grossesse, soit 14 semaines sans règles. Il sera alors vraiment nécessaire de savoir dater la grossesse pour ne pas aller au-delà des délais légaux, après lequel il ne sera plus possible d'avorter en Belgique. Alors c'est ça où parfois il y a des confusions. C'est quoi la différence entre les 12 semaines de grossesse et les 14 semaines sans règles? Ah, ok. Alors, ça semble très compliqué, mais c'est en réalité très simple. On peut tomber enceinte que pendant la période d'ovulation, qui se situe plus ou moins 12-16 jours après le premier jour de règles. Et donc, en gros, après 2 semaines, dans le cadre d'un cycle régulier de plus ou moins 28 jours. Ok. Si on veut alors dater une grossesse, on va considérer qu'il y a la fécondation. Donc, le moment où l'enfant a été conçu, c'est passé 2 semaines après les dernières règles. Par contre, les médecins et les sages-femmes, eux, ils préfèrent parler en semaine d'aménorrhée, qui signifie semaine d'absence de règles. Et c'est assez simple de savoir pourquoi. C'est parce qu'ils considèrent que démarrer un calcul en se basant sur la date d'ovulation n'est pas vraiment très fiable, parce qu'on peut en effet ovuler dans des moments différents du cycle. La date du 14e jour après le début des règles n'est qu'une moyenne. Et certaines personnes ovuleront le 10e jour, d'autres le 20e. Donc voilà, la date varie en fonction du stress, des émotions, c'est assez aléatoire. Donc les médecins et sages-femmes partent du premier jour des dernières règles, soit 2 semaines avant l'ovulation,
Vous suivez toujours, j'espère. Il ajoute donc 2 semaines à la date présumée de la grossesse. Donc, par exemple, vu qu'on sait qu'une grossesse, c'est de 39 semaines, en gros, ils ajoutent 2 semaines aux 39 semaines. Donc, 2 plus 39, ça fait 41. Et pour eux, la grossesse, quand tu parles avec des médecins, avec des sages-femmes, ils te disent qu'une grossesse dure 41 semaines et pas 39, comme nous, on est habitués à savoir. Alors, est-ce que tu peux faire un exemple qu'on soit sûr et qu'on ne soit pas perdu avec tous ces calculs? Ok, bon. Alors, disons que je fais, moi, Katerina, fais un test de grossesse parce que, j'ai un retard de règles d'1 semaine, d'accord? Pour calculer plus ou moins la date de la conception, il faudra regarder quand j'ai eu le cycle précédent, le premier jour du cycle précédent. Si j'ai un cycle régulier et donc de plus ou moins 28 jours, alors les premiers jours de mes règles, c'était il y a 5 semaines. Vous me suivez? Et bon, si on sait qu'on peut tomber enceinte 2 semaines après les derniers jours des règles, pendant la période d'ovulation, là, si on fait les calculs, on verra qu'on est enceinte depuis 3 semaines. Mais le personnel médical va quand même faire une distinction entre semaines de grossesse, qui sont 3, et semaines d'aménorrhée, dans ces cas, 5 semaines. Ah ok, donc c'est plus clair maintenant. Et donc, si la personne dépasse les délais? Si la personne dépasse les délais, il ne lui sera plus possible d'avorter en Belgique. Par contre, elle pourra se faire assister par un centre de planning familial afin de planifier une IVG dans un pays où la législation autorise de pratiquer l'avortement plus tard, comme les Pays-Bas, où l'avortement peut être pratiqué jusqu'à 22 semaines, la France jusqu'à 14 semaines, ou l'Angleterre, mais là, il y a des autres soucis liés peut-être au Brexit, mais l'avortement est consenti jusqu'à 24 semaines. Mais cette démarche peut coûter un peu cher, donc les conseils est de vraiment en parler en centre de planning s'il y a de difficultés financières, car les plannings pourraient discuter du budget avec la personne et trouver les solutions adaptées. En fait, il est toujours mieux de parler des situations problématiques au sein d'un centre de planning. Et dans tous les cas, l'argent ne doit jamais être un frein. Mais alors, à propos d'argent, vu qu'on en parle, concrètement, combien coûte une IVG en Belgique? Un centre de planning, en dehors des consultations médicales classiques dont la personne pourrait avoir besoin dans le cadre d'un avortement, l'IVG seule coûtera 2 fois 1,80 €, c'est-à-dire 3,60 €, si la personne est en ordre de mutuelle. Et il faudra que la personne prenne des vignettes de mutuelle avec le jour de l'intervention. Sans mutuelle, par contre, les montants est plafonné à 200 €, mais à l'hôpital, si la personne décide quand même de vouloir interrompre la grossesse à l'hôpital, ces montants peuvent être beaucoup plus élevés. Mais voilà, j'insiste, l'aspect financier ne doit pas vraiment représenter un frein dans ces cas-ci. Il faut vraiment que la personne se sente libre d'évoquer des difficultés financières dans l'entretien avec les professionnels de la santé qui s'occuperaient de l'accueillir en centre de planning. Ok, merci Kat. Donc là, c'était un peu la première partie, comment savoir si on est enceinte et puis comment faire le point, avec qui. On va faire une petite pause musicale en écoutant ta sélection, puisque ce mois-ci, c'est Katerina qui nous a fait une sélection musicale. Oui. On commence avec Mama Marias, Bless the Lady. Vous écoutez Radio Panique 105.4. On se retrouve tout de suite après. When I listen to tune, my man scream, bless the lady. There's the mother of the future, get them to the create and sing, bless the lady. Make what I do when I listen to tune, you know the message is, bless the lady. Me represent the women all over the plan, so me I chant, bless the lady. Benedette sulle femmine, ci la criate, l'uomo va a sapere sempre vanno ringraziate. Questa è la regola, e poi lo sape, caso un cavenano le femmine vanno rispettate, invece quante se ne vedono da me alle strade, minacciate, maltrattate, cadate, deportate, dallo paesi loro ricevono accecate da la promessa della patria che eludere le face. When I listen this tune, my mom scream, bless the lady. There's the mother of the future, get up to the creator, bless the lady. Make what I do when I listen this tune, you know the message is, bless the lady. Me represent the women and body plan, so me I chant, bless the lady.
Cina ne chiare, cino si capitan gold. Da ogni dana soggette tena nanu gold. Anzo bune schita movu cula la denzol. Mammo son grade da tene in guedle pantalon. A chi sa mascalange vola na lezione. La scusa tu sei so debole, non ha niente buon. Na mini gonna na porto giusta fa calazione. La busa la volenza in città che la luna cusola. Troppa diritta, bene na violat. Diritta d'essa stessa senza saditat. Diritta da na yes condizionate comanat. Danno padrona cambona la legge tu mascara da casa. Femmina menate, femmina velat. Capenero venana sfregiata, bracciata. Femmina non è da turismo sessuale. Femmina meridionale, sottomesso la storia è sempre uguale. When I listen this tune, mia gal sing up. Bless the lady, bless the lady. This is the mother of the future, get down to the creator. Bless the lady. That's what I do when I listen this tune, you know the messages. Bless the lady, the messages. Now represent a women out of the plans, over the midnight chant. Bless the lady. In every way you now come the rhythm. This woman wanna see with this son what I think. The message is so clear, you know what I mean. My mama Riaz, feel the girl them sing. But a beat me, bless her ladies. Every girl is a miss. Me no wanna see no tears, no pain on my girl face. But a beat bless her ladies. Every girl is a miss. Me no wanna see more frustration and violence for my queens. And I sing when I listen this tune with me scream. There's the mother of my life, sing with me tonight, night, bless the lady. That's what I do when I listen this tune, you know the message. Bless the lady. Represent a women of a deep pump, so but a beat my chant, bless the lady. That's what I do, yes mom, then sing with me. There's the mother of my life, yes, sing with me tonight, bless the lady. That's what I do when I listen this tune, my mama Maria chant for you. Yes, y'all over the plan, represent the women, yeah, chant. Bless the lady. Bless the ladies, every girl is a miss. Bless the lady. Remember this, yeah, man, bless the ladies. Voilà, vous écoutez Radio Panique 105.4, vous écoutez la Jury Click. Ce mois-ci, on parle des étudiantes qui sont enceintes. Donc, on a fait un premier point avec Katerina, qui nous a déjà donné pas mal d'explications. On va continuer maintenant avec Mélanie et Florence. Et on va parler des jeunes qui décident de poursuivre leur grossesse et qui se retrouvent donc à devoir gérer une grossesse en plus de leurs études. Alors personnellement, une des premières questions qui me vient à l'esprit, c'est vraiment l'aspect scolarité de ces jeunes et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est mis en place au niveau de l'école, que ces jeunes soient en secondaire ou en supérieur. Alors, je vais commencer par faire le point sur comment ça se passe pour une jeune qui serait enceinte alors qu'elle est encore à l'école secondaire. Et Florence fera le point sur le supérieur. Mais avant de rentrer dans les détails pour le secondaire, je pense qu'il est important d'évoquer un élément essentiel, à savoir qu'il n'existe pas de statut spécifique pour une étudiante enceinte. Donc, que ce soit en secondaire ou en supérieur, il n'y a rien dans les textes de loi qui est spécifiquement prévu pour ces jeunes. Il n'y a donc pas de statut juridique pour les étudiantes enceintes. Bah alors, tu dis qu'il n'y a pas de statut, mais c'est difficile à comprendre, quoi. Pour ce jeune, qu'est-ce qu'elle est alors aux yeux de l'école ? Elle n'a pas vraiment de statut. En fait, la jeune qui est enceinte et qui est étudiante, elle va devoir se référer aux différentes lois des matières pour lesquelles elle se pose des questions. Alors, je m'explique parce que c'est peut-être pas très clair dit comme ça. En fait, par exemple, la jeune en supérieur ou celle qui suit des études en alternance et qui suit des stages pratiques en entreprise, c'est la loi de travail qui imposera les règles à respecter par rapport à son lieu de stage. De même, en ce qui concerne les absences à certains cours, ce sont alors généralement les règles prévues par les règlements des écoles et des établissements qui seront d'application. Donc en gros, l'étudiante enceinte n'est pas protégée en tant que telle, mais elle est protégée par d'autres lois ou d'autres règles selon sa situation. Donc c'est effectivement important de garder ça à l'esprit. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe maintenant dans l'enseignement secondaire précisément ? Alors oui, donc comme je viens de le dire, il n'y a pas de loi qui existe en tant que telle. Du coup, le premier réflexe à avoir, c'est d'aller regarder dans le règlement d'ordre intérieur de son école pour voir si quelque chose est prévu. Et on va se le dire, c'est plutôt rare que les écoles aient pensé vraiment à ce statut, à la grossesse pendant les études secondaires. Du coup, dans le règlement, il y a pas souvent quelque chose, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour la jeune ? Est-ce qu'elle doit aller en cours normalement jusqu'au bout Bien oui, la jeune qui est en secondaire et qui est enceinte, elle est censée continuer à suivre les cours normalement si elle souhaite valider son année. En fait, elle est soumise aux mêmes règles que n'importe quel autre élève de sa classe.
Je précise aussi que si elle est mineure, elle est soumise à l'obligation scolaire. Elle ne peut donc pas décider d'arrêter d'aller à l'école. Donc une jeune majeure pourrait arrêter son année si elle préfère par exemple se concentrer à 100% sur sa grossesse. Par contre, une mineure, elle n'aura pas le choix. Elle devra poursuivre sa scolarité et justifier ses éventuelles absences. Mais alors concrètement, comme on le sait, dans la plupart des cas, une grossesse n'est pas toujours compatible avec une vie active, en tout cas tout au long de la grossesse. Donc comment fait la jeune si elle se sent pas bien ou fatiguée ou qu'elle a un examen à passer par exemple ? Alors, si la jeune se sent incapable de suivre les cours, que ce soit parce que sa grossesse impacte sa santé ou parce qu'elle a juste besoin de temps pour elle pour faire le point, elle va devoir veiller à être couverte par des certificats médicaux pour justifier ses absences. On en revient donc à ce que je disais, elle doit suivre les règles en place. Et donc ici, les règles en ce qui concerne les absences des élèves. Et donc, pour éviter les absences injustifiées et ne pas risquer de devenir élève libre, il faudra qu'elle soit en ordre au niveau de ses certificats médicaux. Elle ne peut donc pas juste s'absenter sous prétexte qu'elle est enceinte. Et c'est la même chose pour les examens. La jeune n'est pas dispensée de les passer uniquement parce qu'elle est enceinte. Si elle n'est pas en capacité de se présenter à ces évaluations, elle doit à nouveau être couverte par un certificat médical. Mais donc si elle est couverte par des certificats, sa grossesse n'aura pas trop d'impact sur sa scolarité ? Oui et non, il faut garder en tête que, par exemple, ce n'est pas parce que son absence à un examen est justifiée qu'elle aura automatiquement le droit de repasser cet examen à une autre date ou d'obtenir une seconde session. À nouveau, tout dépendra du règlement de l'école ou éventuellement d'un accord qui aurait été pris entre l'école et la jeune ou ses parents. C'est d'ailleurs pour ça que de notre côté, on aura tendance à conseiller de directement prévenir l'école de la situation. Ça peut être la direction ou le centre PMS par exemple. Comme ça, l'école, elle n'est pas prise au dépourvu et elle peut éventuellement proposer des solutions pour que la scolarité de la jeune, elle soit le moins impactée possible. Ça me fait d'ailleurs penser au système que propose Class Contact. En fait, Class Contact, c'est une ASBL qui aide les jeunes qui sont physiquement éloignés de l'école pour des raisons de santé. Donc, c'est par exemple des enfants qui se voient obligés de rester à l'hôpital ou à la maison. L'ASBL, elle a pour objectif de les aider à rester en contact avec l'école et à continuer à suivre les cours, mais à distance. Il propose d'aider les élèves, les écoles et les parents dans le côté organisationnel, en prêtant du matériel pour l'organisation du distanciel, par exemple. Mais donc, typiquement, pour pouvoir espérer lancer un processus comme faire appel à Class Contact, le mieux c'est toujours d'en parler le plus rapidement possible à l'école. Ok, mais donc entre les lignes, ce qu'on comprend, c'est que c'est un peu au bon vouloir des écoles finalement. À nouveau, je dirais oui et non. Oui, dans le sens où l'école a clairement le pouvoir de faciliter les choses pour la jeune qui est enceinte, et à la fois non, car en fait, si la jeune arrive à respecter les règles imposées par son règlement, en termes de justification d'absence, de réussite des examens, alors l'école ne peut pas lui imposer de problèmes supplémentaires, entre guillemets. Dans ton introduction, tu as parlé des jeunes en alternance. Donc en secondaire, ce sont les élèves inscrits en CEFA ou par exemple qui suivent une formation à l'EFP. Comment ça se passe pour elles, comme elles ont des stages qui en principe sont obligatoires ? Ouais, je trouvais ça important de citer ces étudiantes-là parce que en fait pour elles, en plus des règles liées à l'école, il y aura aussi les règles liées à leur lieu de stage. Et pour cette partie de leur formation, la partie pratique en entreprise, c'est la loi sur le travail qui prend le relais. Donc la jeune en alternance, elle est soumise à la fois au règlement des études ainsi qu'à la loi sur le travail. Mais est-ce qu'elles sont alors dispensées de stage en entreprise ? En fait, c'est comme pour les travailleuses. Ça va être le médecin ou le gynécologue qui décidera si la jeune peut continuer à travailler pour son stage ou non. Ça dépendra bien entendu du type de formation et de stage que la jeune poursuit. Par exemple, les formations en accueillante d'enfants pour devenir mécanicienne ou bien des formations plutôt physiques, il y a de grandes chances que la jeune soit écartée pour sa santé et celle de son bébé. Et dans ce cas, si le médecin décide d'écarter, le maître de stage ne peut bien entendu pas s'opposer à cette décision. De nouveau, c'est comme dans le monde du travail. Si la travailleuse est couverte par un médecin, l'employeur ne peut pas s'y opposer. Par contre, c'est certain que la jeune qui est écartée durant toute la durée de son stage ou qui preste vraiment très peu d'heures, voire pas du tout, ça posera un problème pour obtenir son diplôme et réussir son année. Car que ce soit à l'EFP ou en CEFA, pour obtenir son diplôme, il faut valider autant les évaluations formatives que les évaluations certificatives. Et donc, trop d'absence à un stage, ça le rend invalide et du coup, ça peut mener à un échec en fin d'année. Et est-ce que la jeune qui ne preste pas certaines heures de son stage pour des raisons médicales peut maintenir sa rémunération ? Alors oui, si elle doit s'absentionnellement et qu'elle est couverte par un certificat médical. Du coup, là, ses heures de travail seront bien indemnisées. Mais donc, elle doit bien justifier son absence et prévenir l'employeur. Donc, c'est par exemple si elle doit aller faire un petit examen médical pendant ses heures de stage, elle sera couverte.
Par contre, la jeune qui a une absence de longue durée, qui est écartée, elle maintiendra pas sa rémunération. Par exemple, à l'EFP, on considère qu'un stage est invalide à partir de 7 jours d'absence consécutifs. Peu importe que cette absence soit couverte ou non par un certificat médical, s'il y a plus de 7 jours, en fait, le stage est invalide et dans ce cas-là, la jeune n'est pas indemnisée. Alors, comme pour les jeunes en secondaire, on conseillera plutôt d'en parler rapidement. Oui, d'une part, à l'école qui gère toute la partie formation, mais aussi et surtout, il faudra prévenir l'employeur assez rapidement parce que ça permettra d'enclencher les mécanismes de protection légaux concernant la santé de la jeune, de son bébé et alors ses conditions de travail. Je parlais par exemple des écartements, mais il y a d'autres mécanismes qui concernent toutes les jeunes en alternance. Par exemple, le droit de s'absenter du travail pour se rendre à un examen médical prénatal qui ne peut pas avoir lieu en dehors de ses heures de stage. Ou alors les jeunes en alternance sont aussi concernés par la règle qui interdit à un employeur de licencier une travailleuse uniquement parce qu'elle est enceinte. Et c'est comme pour les travailleuses, il faut prévenir officiellement l'employeur. Tout à fait, il suffit d'envoyer un courrier recommandé avec un certificat qui atteste que la jeune est enceinte. Et alors, on parle des différentes protections quand l'étudiante est enceinte, mais une fois qu'elle a accouché, est-ce qu'elle a le droit à un congé de maternité ? Alors, pour les étudiantes en secondaire qui ne sont pas en alternance, la réponse est non. Le congé de maternité, c'est vraiment un mécanisme qui concerne les travailleuses ou assimilées, par exemple les femmes qui touchent du chômage. Mais donc, l'étudiante qui ne travaille pas, elle n'a pas de congé de maternité. Elle peut avoir une période de repos de maternité, qui sera alors prescrite par un médecin et couverte par un certificat médical, mais cette période de repos n'est pas indemnisée, la jeune ne touche pas d'argent. Pour les jeunes en alternance, à nouveau, c'est différent. Comme elles travaillent une partie de leur formation, elles sont concernées par la loi travail et donc le congé de maternité. Alors il y a des conditions pour pouvoir bénéficier des indemnités de la mutuelle, de toucher de l'argent, mais ça je vais laisser Florence en parler un petit peu plus tard. D'accord, mais donc à nouveau, pour qu'elles aient droit à ce congé de maternité, elles doivent prévenir leur employeur. Tout à fait. Et pour les étudiantes en alternance, en plus de l'employeur, il existe des services particuliers qui peuvent accompagner les jeunes qui découvrent qu'elles sont enceintes et qui se posent des questions par rapport à leurs études ou formations. Alors pour les étudiantes à l'EFP, je pense notamment au Pôle Dora, qui est un service interne à l'EFP et qui peut tout à fait servir d'intermédiaire entre la jeune, ses formateurs et l'employeur. Et alors plus généralement, pour toutes les étudiantes en alternance, elles peuvent s'adresser à l'OFA, OFFA, c'est l'Office francophone de la formation en alternance. C'est une instance qui coordonne en quelque sorte toutes les études et formations en alternance en Belgique francophone. Donc voilà, en cas de pépin avec l'école ou autre, l'OFA peut également être un bon intermédiaire. Eh bien, merci Mel pour ces explications sur le secondaire. On mettra de toute façon toutes les coordonnées des services dont tu as parlé et des associations en barre d'infos. Au niveau des études supérieures, comment ça se passe, Florence ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, avant d'aller un peu plus encore dans le détail, on peut déjà dire qu'au niveau des études supérieures, c'est globalement pareil que pour le secondaire. Il n'y a pas vraiment de statut spécial ni de règles particulières qui vont concerner uniquement les étudiantes enceintes. Et donc à l'université et en haute école, de manière générale, et ça c'est valable qu'on soit enceinte ou pas, la présence au cours n'est pas toujours obligatoire. Et ça peut varier en fonction des études choisies, du professeur, de la méthode de cours, etc. Alors comment savoir quels cours ou quels travaux pratiques sont obligatoires ou non ? Pareil qu'en secondaire, en fait, tout ça va généralement être inscrit dans le règlement général des études de l'étudiant. Et souvent, il est disponible sur le site internet de l'école ou de l'université. Donc ça peut aussi être mis dans la fiche descriptive de l'unité d'enseignement, par exemple. Et par rapport aux présences, faut quand même faire attention au fait que si on est en école supérieure des arts ou en promotion sociale, là, il y a des petites particularités. Donc la présence au cours en école supérieure des arts, ça peut être une condition à respecter pour pouvoir participer à la session d'examen. Et en promotion sociale, l'étudiant il doit assister à 60% des cours minimum. Ok, mais dans tout ça, est-ce qu'il y a quand même quelque chose de prévu pour les étudiantes enceintes ? Comment est-ce qu'elles vont pouvoir gérer les problèmes qu'elles risquent d'avoir et qui sont liés à leurs absences ? Comme on l'a déjà dit avant, non, il n'existe pas de statut spécial pour les étudiantes enceintes et donc elles vont devoir faire en quelque sorte du bricolage. On va voir que la grossesse, ça va causer des difficultés au niveau des examens, au niveau des stages et ça peut aussi poser problème pour la finançabilité de l'étudiante. Et donc si l'étudiante, elle sait dès le début de l'année académique qu'elle est enceinte, elle peut demander ce qu'on appelle un allègement. C'est-à-dire que ça permet d'avoir une année d'études avec un nombre de crédits réduit. Par exemple, au lieu d'avoir une année à 60 crédits, l'étudiante, elle pourra étaler ses crédits sur 2 ans et passer 30 crédits par an. Petite question, mais l'allègement, il n'y a que les étudiantes enceintes qui peuvent demander ça ou ça existe par ailleurs ? Non, ça n'existe pas que pour les étudiantes enceintes. On peut le demander pour des motifs
motifs médicaux, professionnels, des trucs comme ça. Ok. Et donc, est-ce que c'est possible de demander cet allègement plus tard ? Pour les étudiants de première année uniquement, il est possible de demander un allègement avant le 15 février pour avoir un deuxième quadri qui sera allégé avec moins de cours. Mais le programme modifié, il va devoir être établi en concertation avec le jury et normalement, ça doit comprendre des activités spécifiques de remédiation. Mais là aussi, il y a une exception qui va permettre à l'étudiant de demander un allègement en cours d'année, mais ça, ce sera que pour des raisons de motifs sociaux ou médicaux graves et dûment attestés. Donc de manière générale, l'allègement, il faut qu'il soit accordé par l'établissement et le jury, et donc ce n'est pas accordé d'office. Et pour une demande en cours d'année, c'est vraiment très exceptionnel. Il n'y a pas de garantie que ce serait accordé pour une grossesse classique, entre guillemets, sans qu'il y ait un problème médical grave. Donc ça reste vraiment du cas par cas et il y a plein de cas pour lesquels ça peut être refusé. Donc ça, c'est une mesure pour toute l'année. Est-ce qu'il y a des choses prévues au niveau des examens ? Quand on regarde le règlement général des études des établissements, il n'existe quasiment pas de règles spécifiques pour les étudiantes enceintes. Donc en cas d'absence, comme pour tout autre étudiant, il faut remettre un justificatif dans un certain délai, par exemple un certificat médical. Et dans ce cas-là, l'établissement il peut reconnaître l'absence comme légitime. Encore une fois, c'est l'établissement qui décide si le motif est légitime ou non. Et quand l'absence est justifiée, l'étudiante elle pourra demander à représenter son examen pendant la même session. Et donc, il existe aussi souvent une possibilité de demander une session prolongée pour, par exemple, passer ses examens au mois de février parce qu'on était absent aux dates prévues en janvier. Mais cependant, cette possibilité, elle ne va être accordée que pour des cas de force majeure. Et ici encore, la notion de force majeure, elle n'est pas définie dans les textes et donc ça va être apprécié au cas par les établissements. Et alors, même question que pour les étudiants en secondaire, maintenant en supérieur, comment ça se passe pour les stages ? Pour les stages, c'est encore plus compliqué. Le lieu de stage, il ne peut pas refuser l'étudiante parce qu'elle est enceinte. Ça, ce serait de la discrimination directe. Mais il existe des exceptions. Donc, dans certains cas, pour des raisons de sécurité, l'étudiante, elle ne pourra pas faire son stage ou suivre certains travaux pratiques. Ce sera par exemple le cas d'une étudiante en soins infirmiers qui sera écartée de son stage à l'hôpital parce que ça fait partie des règles de sécurité. Et en plus de ça, pour certaines formations, il faut avoir presté un certain nombre d'heures ou d'actes médicaux ou paramédicaux pour obtenir son diplôme. Par exemple, les étudiantes sages-femmes, elles doivent avoir assisté à 40 accouchements. Et donc, si l'étudiante, elle ne peut pas prester son stage en raison de sa grossesse, elle devra obligatoirement refaire son stage avant de pouvoir être diplômée. Alors, j'imagine que ces problèmes, ça peut avoir un impact sur les questions de finançabilité, question qu'on a pas mal abordée déjà dans d'autres émissions. Oui, malheureusement, tout ça, ça peut conduire à ce que l'étudiante ne puisse pas valider tous ses crédits. Et en fonction aussi de son parcours antérieur, elle pourrait donc devenir non finançable. Et dans ce cas-ci aussi, il n'y a rien de spécifique qui est prévu. Et donc l'étudiante qui se retrouve dans cette situation, elle devra faire une demande de dérogation, c'est-à-dire qu'elle devra demander une faveur à l'établissement pour qu'il accepte de bien vouloir la réinscrire quand même. Ok, donc il n'y a pas de règles précises au niveau de la communauté française. Est-ce que cependant certains établissements ont mis des choses en place ? À notre connaissance, il y a l'Université de Mons et l'ULB qui, depuis peu, donc depuis à peu près 1 an, reconnaissent les étudiantes enceintes et les jeunes parents ou futurs jeunes parents comme des étudiants à besoins spécifiques. Et donc, ils reconnaissent que ces étudiants peuvent nécessiter des aménagements raisonnables, donc ils peuvent avoir besoin de certaines mesures spéciales, certaines adaptations pour participer à la vie académique. Et donc, si on reconnaît ce statut à l'étudiante, elle aura d'office droit à un allègement si elle le demande. Alors, on parle donc d'étudiantes enceintes, mais en fait, est-ce que la grossesse pendant les études, ça concerne beaucoup d'étudiantes ? Et finalement, est-ce qu'on a des chiffres à ce sujet ? On n'a pas vraiment de chiffres disponibles à ce sujet, mais on constate que ça arrive un peu plus souvent qu'avant d'avoir des étudiantes qui sont enceintes, et ça pour plusieurs raisons, comme par exemple l'allongement de la durée des études, la reprise d'études pour des personnes qui sont plus âgées, puisqu'il existe maintenant des formations à horaires décalés, on a les chercheuses doctorantes qui sont un peu plus âgées et qui ont encore le statut étudiant, d'autres cas comme ça. Au vu de ces chiffres qui augmentent, est-ce qu'il y a du changement en vue pour les étudiantes enceintes dans le supérieur ? Il semblerait que pour l'instant, il n'y ait pas vraiment de changement à l'horizon au niveau de la communauté française, parce qu'une question parlementaire a été posée à la ministre de l'Enseignement supérieur, donc Valérie Glatini, à ce sujet justement au mois de novembre, donc tout récemment. Et elle s'est limitée à citer ce qui existe déjà, comme la possibilité d'allègement qu'on a expliqué. Et donc, même s'il est vrai que certaines choses existent, c'est important de souligner que la plupart de ces possibilités sont vraiment des dérogations.
qui dépendent de la bonne volonté des établissements qui sont libres d'accepter ou non la demande de l'étudiante. Et pour ça, il faut encore que l'étudiante soit au courant des possibilités qui existent et introduise une demande auprès de son établissement. En conclusion, il y a encore pas mal d'améliorations qui seraient possibles. Et alors, je me pose une question. Quand on dit l'appréciation des établissements, est-ce que les enseignants sont concernés? Est-ce que les étudiants peuvent faire appel à leurs enseignants pour appuyer, les aider dans leur situation? Ou est-ce que, à l'inverse, des enseignants peuvent s'opposer ou empêcher des aménagements? Ça va toujours dépendre de ce qui est prévu dans le règlement des études, etc. Et en général, quand il y a des demandes d'allègement qui sont faites, il y a parfois des services qui sont spécialisés pour mettre allègement aux besoins spécifiques, etc. Quand on parle de l'exemple à l'ULB et à Mons, il y a des personnes dont le boulot, ça va être de voir ce qui peut être mis en place et de faire un programme au cas par cas avec l'étudiante ou l'étudiant en question. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure les enseignants pourraient être impliqués, mais la marge de manœuvre est quand même limitée. Ils peuvent pas décider tout et n'importe quoi tout seuls. Okay. Il y a quand même le règlement de l'UNIF, quoi. Ok, très bien. Merci pour toutes ces infos. On va faire une deuxième pause musicale. Donc, on va écouter maintenant Chila avec le morceau Oulala. Et vous écoutez toujours Radio Panique 105.4. On se retrouve tout de suite après la pause. Je regarde le ciel, la lune me reflète. Je brille au milieu de la pénombre, les étoiles filent et me guettent. J'enfile ma paire, j'esquive la merde. Je vis au milieu de leurs démons, mes espoirs persistent et me gagnent. Je remplis la caisse pendant qu'ils me jugent. Si j'avais compté sur la vie des autres, j'aurais plus qu'à me buter. J'enquille des showcases, escrocs et me duper. Si je voulais compter que sur la thune, j'aurais plus qu'à mourir du peur. Ya ya ya, oulala, poto oulala. Posé sans cacher les 100 pas, j'ai plus tout mon time. Oulala, poto oulala. J'ai pas 100 cash, fais quoi sans toi, j'ai plus tout mon time. Les miens avant le pif, les miens avant le pif. Les miens avant le pif, j'ai plus tout mon time. Les miens avant le pif, les miens avant le pif. Les miens avant le pif. J'estime tous les miens, les autres sont les mêmes. Déçu par beaucoup d'injustice, d'égocentrisme et de haine. Je mérite tout le bien, je leur souhaite la même. Beaucoup se vendent à l'industrie, les romantiques n'ont plus d'elle. Pour toi je suis prête à tout, pour moi c'est moins important. Je pourrais tracer ma route, je veux pas me sentir imposante. J'ai voulu pour mes proches et mon public m'a porté. Si j'ai rempli mes poches c'est pour garder la santé. Ya ya ya, oulala, poto oulala. Posé sans cacher les 100 pas, j'ai plus tout mon time. Oulala, poto oulala. J'ai pas 100 cash, fais quoi sans toi, j'ai plus tout mon time. Les miens avant le pif, les miens avant le pif. Les miens avant le pif, j'ai plus tout mon time. Les miens avant le pif, les miens avant le pif. Les miens avant le pif, j'ai plus tout mon time. Laisse-les croire que j'ai un souci. J'suis fucked up, j'suis la rookie. J'me sens so fresh dans mon hoodie, 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 yeah. Laisse-les croire que j'ai un souci. J'suis fucked up, j'suis la rookie. J'me sens so fresh dans mon hoodie, 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 yeah. Oulala, poto oulala. Posé sans cacher les 100 pas, j'ai plus tout mon time. Oulala, poto oulala. J'ai pas 100 cash, fais quoi sans toi, j'ai plus tout mon time. Laisse-les croire que j'ai un souci. J'suis fucked up, j'suis la rookie. J'me sens so fresh dans mon hoodie, 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 yeah. Laisse-les croire que j'ai un souci. J'suis fucked up, j'suis la rookie. J'me sens so fresh dans mon hoodie, 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 yeah. Voilà, c'est la Jury Click sur Radio Panique 105.4. Écoutez toujours notre émission dont le thème est étudiante et enceinte. Donc là, on a vu un peu comment ça se passait quand on était étudiante et enceinte dans le supérieur, dans le secondaire. Et maintenant, on va voir un peu à quelles aides sociales on peut avoir droit quand on est dans ce type de situation. Donc, on va commencer avec toi, Kat, qui va nous expliquer un peu comment ça se passe pour les allocations familiales. En fait, le fait qu'une personne soit encore étudiante n'a pas beaucoup d'impact, au niveau des aides. Rien n'existe de spécifique pour les étudiantes enceintes qui deviennent mamans, mis à part les allocations familiales. Ici, il faut rappeler qu'on parle de ce qui se passe à Bruxelles parce que la matière des allocations familiales a été régionalisée. Donc, je vais un peu parler des règles à la région bruxelloise. D'accord. Et donc, quand est-ce que je peux
Quand est-ce que la personne peut demander cette prime de naissance ? Alors oui, en fait, il y a déjà une prime de naissance qui est plus ou moins de 1 200 € et la personne peut introduire une demande déjà pour la prime de naissance du moment où elle a un certificat médical qui atteste la grossesse. Si la personne remplit les conditions, elle pourrait recevoir la prime de naissance au plus tôt 2 mois avant la date prévue de l'accouchement. Le père ou la mère peuvent introduire la demande, mais la prime de naissance sera versée sur les comptes bancaires de la mère ou sur un compte commun auquel la mère a accès. Également, la caisse d'allocation familiale à laquelle la personne demande la prime de naissance est compétente pour verser aussi les allocations familiales. Ok, et est-ce qu'on a droit aux allocations familiales pour l'enfant si on reçoit déjà des allocations pour soi ? Ah oui, tout à fait. En fait, on peut toucher à la fois les allocations familiales pour soi-même et pour l'enfant. Pour rappel, on a droit aux allocations familiales si on est domicilié à Bruxelles et si on a moins de 25 ans et si on est en poursuite d'études ou si on est chercheuse d'emploi en stage d'insertion professionnelle. Et donc, l'enfant aura aussi droit à des allocations familiales s'il remplit toutes les conditions suivantes. Être domicilié à la région bruxelloise. Sinon, il y aura un autre régime d'allocation familiale qui s'appliquera, comme je dis tout à l'heure. Et l'enfant devra être belge ou étranger avec un titre de séjour. Très bien. Et si, par exemple, je suis seule avec l'enfant, est-ce que j'ai droit à un supplément d'allocation familiale ? Alors, oui. Dans certaines situations, il est possible de bénéficier d'allocations familiales majorées. Il s'agit d'un supplément qui peut se donner sous différentes formes. Par exemple, un supplément mensuel pour les familles avec un faible revenu, une aide pour les frais scolaires, une aide pour les parents d'enfants en situation de handicap ou atteints d'une maladie et qui nécessite par exemple une aide spéciale, ou par exemple on peut avoir des suppléments pour des orphelins. Certains suppléments existent aussi pour les enfants qui fréquentent une crèche ou une école néerlandophone. Il faut juste se rappeler qu'un droit aux allocations majorées pour un enfant peut dépendre de 2 facteurs. Le revenu brut imposable du ménage et la situation familiale. Être isolée ou cohabitante ou, par exemple, si on a des autres enfants. Tout ça peut avoir une influence sur le taux majoré. En fait, c'est le gestionnaire des dossiers au sein de la caisse d'allocation familiale qui pourra dire, après analyse de la demande, si on peut ouvrir ou pas un droit aux allocations familiales majorées. Mais c'est important de penser que cela existe. Ok, merci déjà pour ces explications sur l'aide a priori la plus connue qui sont les allocations familiales. Pour la suite, des aides auxquelles on peut avoir droit quand on est étudiante et enceinte, c'est Flo qui va nous expliquer ce qui se passe du côté de la mutuelle, par exemple. Par exemple. Alors, si l'étudiante, elle est en ordre de mutuelle, c'est-à-dire que si elle est bien inscrite à une mutuelle ou à la CAMI, et si elle paye ses cotisations, donc, sauf si elle est à la CAMI parce qu'il n'y a pas de cotisation à payer, si tout ça est rempli, la majorité des frais médicaux et des frais d'accouchement vont être couverts et remboursés. Alors bien sûr, ici, on parle des consultations avec des médecins conventionnés. Si on va voir par exemple un spécialiste très cher dans une clinique privée, forcément tous les frais ne vont pas être remboursés. Et c'est pareil pour l'accouchement. Donc la femme qui accouche, elle est couverte au niveau des soins de santé si elle accouche à l'hôpital en chambre double. Donc celle qui voudrait accoucher en chambre seule, à domicile ou en clinique privée, elle n'aura pas tous ces frais qui seront remboursés. Donc parlons de l'étudiante qui aurait peu de revenus, voire pas du tout de revenus. Comment est-ce que la mutuelle peut l'aider ? Dans ce cas-là, il y a certains statuts qu'on peut avoir à la mutuelle, et ça c'est quelque chose de général, ce n'est pas du tout spécifique aux femmes enceintes. Donc je vais vous expliquer trois statuts assez courants qu'on pourrait avoir au niveau de la mutuelle. Le premier, c'est le statut BIM, qu'on appelle aussi intervention majorée. Dans ce cas, on a un plus grand remboursement des soins de santé, c'est-à-dire qu'on paye moins, mais il y a certaines conditions à remplir. Par exemple, c'est un statut qui est accordé aux orphelins, aux bénéficiaires du CPS, aux personnes sans revenus. Donc il existe un autre statut, c'est le système du tiers payant. Ça veut dire qu'on ne doit pas avancer l'argent chez le médecin ou à la pharmacie en attendant d'être remboursé par la mutuelle. Donc on va seulement payer la partie qui nous revient. Et c'est le médecin ou le pharmacien qui va s'arranger ensuite avec la mutuelle pour être payé. Et enfin, la troisième possibilité, c'est le maximum à facturer. Donc avec ce système-là, quand les dépenses médicales atteignent une certaine somme,
c'est la mutuelle qui va prendre en charge le reste, et donc les frais supplémentaires. Ça aussi, évidemment, ça dépend des revenus. Donc pour ces 3 aides-là, il faut faire la demande à la mutuelle. Mais il est aussi possible, pour limiter les frais, de s'inscrire dans une maison médicale au forfait. Dans ce cas-là, on va s'engager à se faire soigner par les médecins et spécialistes de la maison médicale et à ne pas aller ailleurs. Sauf évidemment si on a besoin d'un spécialiste qui n'existe pas dans la maison médicale. Mais dans ce cas-là, on paye un forfait, par exemple 20 € par an, et c'est tout. C'est la mutuelle qui s'occupe du reste. Et pour ce qui concerne uniquement la grossesse aussi, il faut préciser que l'ONE, donc l'Office de la naissance et de l'enfance, organise des consultations prénatales gratuites dans plein de quartiers et dans certains hôpitaux. Et donc toutes les infos sont sur leur site one.be. Alors ça, c'est vraiment des mesures qui existent, comme tu le disais, pour tout le monde, mais qui peuvent être vraiment une bonne aide pour les étudiantes enceintes. Et tiens, est-ce qu'en tant qu'étudiante, on a droit donc à un congé maternité ? C'est une bonne question et Mel l'a déjà un petit peu abordée plus tôt, parce que cette question-là, on nous la pose souvent. Mais non, il n'y a que les travailleuses salariées et les chômeuses qui ont droit à recevoir des indemnités de mutuelle pendant le congé maternité. Donc, il faut en plus remplir certaines conditions. Par exemple, il faut avoir travaillé un minimum de jours. Autrement dit, les étudiantes qui ne sont pas en même temps travailleuses ou chômeuses, elles n'ont pas droit à des indemnités de la mutuelle pendant le repos d'accouchement. Il n'y a donc pas de congé maternité payé pour les étudiantes. Il y a une petite exception pour certaines étudiantes en alternance, comme Mel l'a dit, qui ont un contrat de stage. Elles, sous certaines conditions, si elles ont travaillé au moins 120 jours sur 6 mois, elles pourraient avoir droit à l'indemnité maternité. Donc pour plus d'infos à ce sujet, on leur conseille de prendre contact directement avec leur mutuelle. Eh bien, merci Flo pour toutes ces infos donc, sur la mutuelle quand on est étudiante et enceinte. On va maintenant regarder un 3e aide, on va parler de l'aide du CPS. Mais avant toute chose, est-ce que cette aide-là, elle concerne uniquement les jeunes qui seraient déjà aidés par le CPS ou est-ce que ça peut concerner tout le monde ? Alors, c'est une bonne question et je vais résumer un peu le point CPS rapidement. Cette question-là, oui, il ne faut pas bénéficier spécialement du RIS, donc du revenu d'intégration sociale, qui est l'aide dont on entend le plus parler au CPS, pour faire une demande d'aide au CPS dans le cas où on est enceinte et qu'on est étudiante et qu'on est dans une situation financière un peu compliquée. Donc, c'est important de garder à l'esprit que même si je ne bénéficie pas du RIS en temps normal, si ma grossesse fait que financièrement, c'est un peu chaud, je peux faire une demande en fait de ce qu'on appelle aide sociale au CPS. Et l'aide sociale, en fait, elle peut prendre différentes formes autres que le RIS. Le RIS, juste pour rappel, c'est un montant, une somme que le CPS verse chaque mois à la personne. L'aide sociale, elle va prendre différentes formes et voilà. Et donc, selon la situation de la jeune par rapport à sa grossesse, le CPS pourrait intervenir, par exemple, au moment de sa grossesse, donc pendant le suivi de grossesse. Quand la jeune est enceinte et qu'elle prépare l'arrivée du bébé, que ce soit au niveau médical ou matériel, le CPS pourrait décider de lui faire une avance sur certains frais que la jeune devra rembourser par la suite, par exemple quand elle touchera les allocations familiales. La jeune peut aussi demander de bénéficier de la carte médicale du CPS. Cette carte pourra alors lui permettre de bénéficier de la gratuité pour certains frais médicaux et pharmaceutiques. Et alors elle peut aussi demander un réquisitoire, c'est un moyen de paiement donné par le CPS qui permet d'obtenir des soins gratuitement. Elle peut par exemple demander un réquisitoire pour son accouchement. Une fois que le bébé est là, à nouveau, le CPS peut aider de plusieurs manières, par exemple en apportant une aide financière pour pouvoir acheter certains matériels pour le bébé, en donnant accès à la jeune à une épicerie sociale pour faire ses courses moins chères. Enfin voilà, donc il y a plusieurs aides qui existent et voilà, le message c'est vraiment si situation financière compliquée il ne faut pas hésiter à faire la demande au CPS. Ok, donc juste une dernière petite question concernant le CPS ? Oui. Comment on fait, donc, si on a le temps, concrètement, pour demander de l'aide au CPS ? Comment on s'y prend ? En fait, il suffit simplement de s'adresser au CPS de la commune dans laquelle on est domicilié. Donc ça, c'est très important, c'est vraiment la commune dans laquelle on vit. Et donc, on se rend simplement au guichet, on dit qu'on a besoin d'aide. Là, ce sera un assistant social qui va généralement nous recevoir. Et donc, nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment d'expliquer toute la situation en détail, parce qu'il faut garder en tête que le CPAS, il va faire une enquête sociale et il va se baser sur le ménage. Donc, ça veut dire que si la jeune habite encore avec ses parents, les revenus des parents seront pris en compte. Donc, éventuellement, si le fait que la jeune soit enceinte est un peu problématique, on va dire, pour les parents, qu'il y a des disputes au sein du ménage, il faut que la jeune en parle au CPS et le CPS pourra éventuellement prendre ça en compte, quoi. Ok, de toute façon, toute question relative au
aux aides sociales qu'on vient d'aborder. Vous pourrez trouver des réponses aussi en nous contactant. Vous aurez tous les points de contact sur le site d'IJBXL. On va faire une dernière petite pause musicale. On va écouter Calypso Rose avec le morceau Calypso Queen. Et on se retrouve tout de suite après sur Radio Panique. Say that I reign too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down my name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I would knock them down. They say that I reign too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making blood to take down my name. Everywhere I reign supreme, the one and only Calypso Queen. No man alive or dead could come and take the crown off my head. Them foolish and petty men, I don't worry about them. They've been trying to take me down, but to the end I retain my crown. They say that I reign too long, forgetting that the constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making blood to take down my name. They used to call me small island girl. Now I travel the world. Anywhere they go, they know I am Calypso Rose, Queen of Calypso. Voilà, vous écoutez la Juridique sur Radio Panique 105.4 et on va écouter maintenant la dernière partie de notre émission consacrée aux étudiantes enceintes. On va aborder maintenant la question juridique avec Flo. Donc, en ce qui concerne l'aspect juridique de certaines questions qui pourraient se poser quand on est étudiante enceinte, là, on va parler de la situation où la relation avec ses propres parents ou le père de l'enfant serait conflictuelle. Oui, on va faire très court sur cette partie-là, mais on reçoit quand même de temps en temps des questions de jeunes qui se demandent si leurs parents peuvent les obliger à prendre certaines décisions concernant la grossesse ou la façon d'éduquer leur enfant. La réponse, elle est toute simple, c'est non, évidemment. Les décisions qui concernent sa grossesse reviennent à la mère du bébé. Et ses parents, à elle, ne peuvent pas imposer leur choix ni décider à sa place. Et c'est également les parents du bébé qui vont exercer l'autorité parentale sur l'enfant et donc être responsables des décisions qui concernent l'enfant. Et si les parents de la jeune ne sont vraiment pas d'accord, est-ce qu'ils peuvent la mettre dehors, par exemple, parce qu'elle est enceinte ? D'un point de vue légal, la réponse c'est non, ils ne peuvent pas. Tant qu'une jeune n'a pas de revenus, n'est pas en mesure d'assurer ses besoins en nourriture, en logement, tant qu'elle n'a pas fini ses études ou sa formation, ses parents ne peuvent pas la mettre à la porte, quelle que soit la raison. Donc d'après la loi, les parents ont une obligation alimentaire envers leurs enfants et doivent s'occuper d'eux, et donc les parents doivent héberger l'enfant, l'entretenir, le soigner, l'éduquer et lui permettre de recevoir une formation adéquate. Bien sûr, ça ce qui est écrit dans la loi. On sait bien qu'en pratique, malheureusement, ça arrive que des parents mettent leur enfant dehors pour diverses raisons. Et donc on en profite de cette occasion pour rappeler ici qu'en cas de conflit au sein de la famille, quand il y a des relations tendues, une façon pour essayer de discuter et trouver des solutions ensemble, ça pourrait être de commencer une médiation familiale. Donc l'idée ici, c'est vraiment de permettre à chaque personne d'expliquer comment elle se sent, ce dont elle a besoin, pour être entendue par l'autre, et aussi pour entendre ce que l'autre a à lui dire et chercher ensemble des solutions. Et donc pour trouver un médiateur familial, on peut par exemple s'adresser à un centre de planning familial. Eh bien, merci Flo. On aura donc commencé par le planning familial, on aura clôturé avec le planning familial. Donc il me semble que si jamais vous êtes étudiante enceinte, allez au planning familial. Donc pour conclure, comme vous l'aurez sûrement constaté, il n'existe pas vraiment de statut spécifique qui protège une étudiante qui tombe enceinte pendant ses études. Donc, une étudiante enceinte, elle devra surtout se référer aux lois et aux règlements qui concernent spécifiquement sa situation. Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, par exemple, le règlement des études des écoles pour ce qui concerne les études, la législation du travail pour ce qui concerne
ces stages, ou encore les conditions des mutuelles et du CPS en ce qui concerne d'éventuelles aides financières. On l'a vu, il y a des aides qui sont possibles, mais elles peuvent être assez limitées finalement. Et donc, si vous avez des questions, des inquiétudes ou des doutes quant à votre situation, on vous encourage à pousser les portes des différents services spécialisés. Et n'oubliez pas que certains services proposent un accompagnement complet si c'est nécessaire. Alors, pour conclure, si vous connaissez une ASBL ou une organisation qui pourrait être intéressée par le guide étudiante et enceinte sur lequel on s'est pas mal appuyé tout au cours de l'émission, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter InfoJeune Bruxelles, à nous envoyer un mail, donc inforjeune avec un s.bxl@gmail.com, ou vous rendez sur notre site, vous aurez tous les contacts et vous pourrez faire la demande pour les guides qui sont gratuits et à disposition. Avant de terminer l'émission, je vais faire un tout petit point agenda qui concerne les désinscriptions du 1er décembre. Donc peut-être que vous hésitez à vous désinscrire parce que vous avez fait un mauvais choix d'études et vous avez d'autres projets pour cette année. Alors attention, la date de la désinscription peut avoir un gros impact sur la poursuite de votre parcours et sur le paiement des frais de Minerval. Quelle que soit la raison qui sème le doute quant à la poursuite de cette année, sachez qu'il ne faut pas tarder à prendre une décision. En effet, pour que ton année ne soit pas prise en compte pour le calcul de ta finançabilité ou pour ne pas devoir payer l'entièreté des frais d'inscription, désinscrivez-vous avant le 1er décembre. Et si vous avez besoin d'aide pour savoir ce que vous voulez faire l'année prochaine, n'hésitez pas à contacter le service orientation d'InfoJeune Bruxelles, mais à partir de la rentrée de janvier, parce que là, ils sont très, très occupés. Merci de nous avoir écoutés, et nous, on se retrouve également en janvier. En attendant, on vous propose de découvrir la suite de la série L'Instant Latex sur Radio Panique 105.4. Allez, au revoir tout le monde. Salut. Salut.